Bonsoir chers internautes, bienvenue ce soir à l'auditorium de la Maison des Arts de la ville d'Allonne pour un débat dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Je laisserai Mélanie Duchesne vous présenter les intervenantes qui nous ont fait le plaisir d'être présentes ce soir. Moi, ces quelques mots que je veux vous dire, c'est l'engagement d'une municipalité pour le droit des femmes, pour être à leur côté, être à leur écoute, pour permettre de relever ce défi de l'égalité, qui est un défi toujours posé. Il y a eu des grandes dames qui ont beaucoup lutté. Je pense notamment à Gisèle Halimi, dont nous avons donné le nom samedi matin au centre social de la ville d'Allonne. Nous avons des grandes dames qui ont des noms dans des bâtiments publics. Je pense à Rosa Parks, à Olympe de Gouges, qui est tout près de la Maison des Arts. Donc voilà, donc nous sommes très engagés dans cette bataille qui est un combat moderne, plus que jamais indispensable. Nous avons donc décidé, dans le mandat qui s'est ouvert, nous avions précédemment un adjoint aux droits humains. Nous avons décidé d'y ajouter une conseillère municipale chargée de l'égalité femmes-hommes, chargée y compris de toutes les mobilisations contre les violences faites aux femmes. C'est Céline Emam que vous verrez, qui est l'une des intervenantes. Et nous allons mettre dans les semaines et mois à venir un observatoire pour pouvoir associer toutes les femmes, tous les hommes, parce que je pense que c'est un combat commun, pour relever ce défi de l'égalité et faire que la place de la femme soit pleinement reconnue. Il ne faut jamais oublier qu'un habitante sur deux était en fin de compte une habitante, et que malheureusement, trop souvent encore, il y a trop d'endroits dans la société où les femmes n'ont pas suffisamment voix au chapitre, voix aux responsabilités. Je pense qu'ensemble, nous devons relever ce défi, et je ne doute pas que le débat de ce soir nous permettra ensemble, effectivement, d'y contribuer. Donc, je vous laisse la parole, mesdames, et puis bon débat. Et puis, mesdames et messieurs les internautes, continuons demain avec la ville d'Allonne, mais avec toutes les associations engagées, à construire ce monde qui ne pourra avancer positivement qu'à partir du moment où les femmes y trouveront toute leur place. Tiens, Mélanie. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, comme Monsieur le maire, il a cité quelques grandes femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont fait avancer le droit des femmes. Donc, des droits ont été acquis grâce à ces fameuses femmes comme Olympe de Gouges, Gisèle Halimi, Clara Zetkin, qui est l'initiatrice de cette journée du 8 mars. Donc certains combats ont été gagnés, il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de progrès dans pas mal de domaines, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine domestique. On ne peut pas nier cette réalité aujourd'hui, encore moins aujourd'hui avec la crise qu'on traverse. De nombreuses professions ont été mises en lumière, et ces professions-là sont souvent exercées par des femmes, il ne faut pas l'oublier, qui ont été un peu en première ligne de cette crise et qui malheureusement n'ont pas vu forcément leurs droits valorisés à la hauteur de leur engagement. Donc, et en plus de ça, cette pandémie a amplifié certaines violences conjugales. Donc, servons-nous de cette pandémie et souvenons-nous de leur engagement au quotidien. Donc, ce soir, je suis accompagnée de 3 intervenantes et d'une 4e qui va venir d'ici un quart d'heure, une demi-heure. Donc, notre conférence 2021 des droits reste encore à conquérir. Donc, déjà, je vais commencer par faire un tour de table. Donc, je vais commencer par vous, Madame Rostand. Christine Rostand, je suis magistrate honoraire et j'ai exercé jusqu'à ma retraite en région parisienne, avec un grand séjour de 3 ans à Bobigny, au tribunal de Bobigny, où je me suis beaucoup intéressée. J'étais responsable du service civil et donc des affaires familiales, et je me suis beaucoup intéressée aux violences faites aux femmes. Et nous avons, avec Ernestine Renet, qui préside l'Observatoire des luttes contre les violences conjugales au département, nous avons mis sur pied l'ordonnance de protection
Et voilà, ça c'était un grand travail. Le téléphone grand danger, les mesures d'accompagnement en cas de séparation. C'est un peu difficile d'organiser les visites. Voilà. Ensuite, je suis partie j'ai été nommée à la Cour d'appel et là, pendant 5 ans, j'ai fait du droit du travail. Donc, c'est aussi un domaine passionnant et ça m'a donné une certaine expérience aussi de la femme dans le monde professionnel, puisqu'on rencontre beaucoup d'affaires où les femmes sont en demande. Quoique c'est en diminution. Hein, les requêtes devant les conseils de prud'homme sont en diminution. Je pense que les gens doivent se décourager, les femmes en particulier. Enfin, bref. Et mon engagement, en tous les cas, sur la cause des femmes, s'est poursuivi dans le cadre de l'association que je représente ici, qui s'appelle L'égalité, c'est pas sorcier, et qui promeut l'égalité homme-femme. Ils ont commencé par faire un gros travail sur la notion de laïcité et d'égalité en matière de droits des femmes. Et puis cette année, nous avons travaillé, notamment pendant le confinement, sur les femmes au travail, les femmes dans la vie professionnelle. Très bien. Donc, je vais passer la parole à Madame Leblay pour une rapide petite présentation. Bon, je vais essayer de faire rapidement, c'est ça. Donc, Brigitte Leblay. Alors, je suis aussi concernée depuis très longtemps par le domaine des violences faites aux femmes. Enfin, je suis juriste à la base et je m'occupais de liquidation de communautés après divorce principalement. Et c'est vrai que c'est un domaine où les violences explosent généralement. Moi, je me retrouvais entre l'homme et la femme. Donc, c'est vrai que j'ai eu une certaine expérience de terrain. Ensuite, je suis devenue présidente du CIDFF. Bon, un petit peu par hasard parce que j'avais été licenciée professionnellement. Enfin, ça n'a pas duré. Mais donc, j'avais un peu de temps. Et maintenant, je suis vice-présidente de SOS Femmes Accueil 72, l'association qui accompagne les femmes victimes de violences, qui les loge. Nous avons des appartements, qui distribue aussi les téléphones, enfin, qui accompagne les femmes qui ont des téléphones grave danger, et qui accompagne aussi les femmes dans leur formalité, enfin leur plainte au commissariat, qui les accompagne au tribunal, etc. Je pense que c'est suffisant pour moi. Voilà. Madame Imam. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Céline Imam, donc élue conseillère municipale en charge des égalités entre les femmes et les hommes. Donc, comme le soulignait Monsieur le maire, voilà, c'est une grande première, hein, effectivement. Alors, je suis élue effectivement, mais aussi je suis femme, je suis maman, je suis salariée. Et effectivement, c'est aussi donner tout ce sens à cette mandature à venir. Hein, c'est pouvoir effectivement repartir de base concrète de ce qu'on peut vivre effectivement sur notre ville. Et pour ça, effectivement, voilà, c'est un long travail à mener avec toutes les femmes et les hommes de notre commune, investis en milieu associatif, les partenaires, les collectivités, enfin voilà. Et voilà, je voulais aussi pouvoir partager avec vous voilà, quelques phrases, moi en tout cas, qui m'inspirent, d'un grand monsieur, hein, qui s'appelle Grand Corps Malade, et effectivement qui a pu écrire une chanson, enfin magnifique, Mesdames. Voilà, et je voulais juste reprendre quelques phrases. C'est « Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles, puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. » Ben, voilà, je vous invite vraiment à lire ce texte parce qu'effectivement, il ne dit pas que ça. Mais en tout cas, ces phrases-là, je les trouvais très importantes parce que c'est ce qui va nous permettre effectivement d'avoir une vision sur ce que peuvent être les égalités.
Très bien. Donc, on va rester ensemble 1h15. Je vais faire un peu la maîtresse du temps également. Donc, on va commencer par un état des lieux, tout simplement de ce qui a été gagné aujourd'hui. Un état des lieux aussi de ce qui reste à faire, des inégalités. Donc, je vais passer la parole à Madame Rostand qui va nous lister par thématique un peu les inégalités qu'on peut encore avoir en tant que femme. Oui, alors les inégalités, elles commencent. On a cherché, nous, dans cette petite association, l'égalité, c'est pas sorcier, d'où venaient-elles? Alors, le premier domaine, c'est le domaine familial, si je puis dire, hein, la non-mixité des métiers, en effet. Ça commence dès l'enfance, dès la naissance, l'entourage familial, où on a pour habitude ou coutume, ou on oriente plus volontiers les filles vers tout ce qui concerne l'humain, le service, ce qu'on appelle maintenant le care, et puis les garçons plutôt vers la production, la technique, ou il y a des métiers qui peuvent... c'est peut-être à juste raison on leur présente plutôt des métiers qui demandent des efforts physiques en pensant que les filles n'en sont pas capables, ce que je ne crois pas. Et en fait, il n'y a pas de mixité des métiers. La non-mixité est plus répandue que la mixité. Alors, comment est-ce que ça se révèle? Les femmes, par exemple, elles représentent 85% des effectifs en paramédical et social. Et à l'université, il y a plus de 70% de femmes en lettres et en langues. En revanche, les garçons, ils s'orientent dans les filières tournées vers la production et la technique, comme je le disais, et ils représentent 73% des élèves en formation d'ingénieur, et à l'université, ils sont plus de 70% en sciences. Donc il y a vraiment un fossé. Alors, ensuite, évidemment, les choix d'orientation, quand les enfants grandissent, ils suivent un petit peu le schéma qui est le plus courant. Alors, pourquoi est-ce que c'est source d'inégalité? Parce qu'on pourrait dire, après tout, chacun est libre de choisir son métier. Si les filles préfèrent aller devenir médecin ou infirmière, c'est très bien. Mais là où ça peut un peu coincer, c'est qu'il n'y en a pas assez, du coup, dans la production, la technique parmi les ingénieurs. Et que ça fragilise complètement la lutte contre l'égalité. Alors, il y a eu une étude qui a été faite assez intéressante qui a montré que sur 87 professions, il y en avait 45 qui étaient majoritairement exercées par les hommes. Et que 24 professions seulement étaient majoritairement exercées par les femmes. Alors, il y en a 18 qui sont mixtes, c'est très peu, parce que sur 87, c'est très peu. Alors, certains métiers sont également exercés par des hommes ou des femmes de manière quasi exclusive. C'est le cas des assistantes maternelles, des employés de maison pour les femmes, et les métiers occupés quasi exclusivement par les hommes sont plus nombreux, mais c'est ceux de marins, pêcheurs, ouvriers qualifiés des travaux publics, dans le béton, l'extraction, le gros œuvre, la réparation automobile. Ça, c'est pas... Alors, pourquoi est-ce que c'est une première approche de l'inégalité? Bien parce que les métiers qui sont plus volontiers exercés par les femmes sont des métiers qui sont moins rémunérateurs, où elles sont moins payées, où elles ont moins de perspectives de carrière. C'est souvent des métiers dans lesquels on peut exercer à temps partiel et où quelquefois on cumule des emplois à temps partiel dans des sites différents, ce qui est effectivement très fatigant et très nocif pour la santé et l'équilibre. En revanche, les secteurs qui montent en prestige, eh bien, ce sont les métiers qui sont exercés par des hommes. Alors, on ne parle pas évidemment de l'intelligence artificielle, mais bon,
bon, il y a ce domaine-là, mais il y a aussi tout le domaine scientifique et les ingénieurs. Alors, comment faire pour améliorer la mixité au travail? Bon, c'est une question culturelle, d'abord, parce qu'on l'a vu, ça commence dès la famille, la façon dont on éduque les enfants. Mais ce que nous avons pensé, la parole que je porte est celle du travail de l'association, c'est qu'il fallait mettre en place des objectifs chiffrés qui concernent la proportion de femmes et d'hommes dans les formations professionnelles. Alors c'est l'histoire des quotas. Alors c'est malheureux d'en arriver là, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Alors, le changement de mentalité ne se fera pas tout seul. Il faudra forcément passer par là. Alors on a eu un petit progrès. Hein. La loi du 5 septembre 2018 a prévu effectivement l'organisation d'actions d'information sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et leurs familles dans les établissements scolaires et universitaires. Alors, je ne sais pas si ça a été mis en place quelque part, je ne sais pas, ça vous mais en tous les cas, c'est prévu. Encore une fois, c'est l'application peut-être qui ne suit pas. C'est récent, c'est vrai. Est-ce que... Oui, et l'éducation nationale, excusez-moi, l'éducation nationale en général est très longue à appliquer certains textes parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites, notamment l'éducation à la sexualité, etc. Au sein de l'éducation nationale. On en voit rarement la couleur, malheureusement. Enfin, il y a beaucoup de réticences. Pardon. Donc, alors, autre aussi façon, alors là, à part les quotas, il faut lutter contre les stéréotypes sexistes sur la représentation qui est faite dans les livres scolaires. Enfin, il n'y en a plus beaucoup, parce que souvent, c'est uniquement des fiches, donc ça, au moins, c'est asexué, les fiches. Et dans les différentes matières, hein, que ce soit l'histoire, la géographie, les artistes, enfin tout ce qui concerne la culture et les sciences aussi, de mettre en avant les femmes pour que dès l'école, on essaie de dépasser cette inégalité entre filles et garçons. Voilà. Beaucoup de choses restent encore à faire, même je pense au niveau de l'éducation nationale très jeune, parce que certes ça se passe dans le milieu familial, mais même à l'école, je pense qu'il y a certaines choses qui pourraient être véhiculées déjà rien qu'au début de la façon d'enseigner les matières plus scientifiques. C'est vrai que c'est majoritairement des garçons qui sont plus attirés par cette matière-là, mais peut-être il y a une nouvelle façon d'enseigner pour attirer justement un nouveau public, une nouvelle approche. Et qui comme ça permettrait aux femmes d'aller dans des études plus scientifiques, plus techniques et d'accéder à certains postes, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, parmi les grandes entreprises françaises, il y a une seule femme qui est à la tête d'une entreprise du CAC 40. Donc rien que ce constat-là déjà, en termes de parité, même dans le milieu politique, aujourd'hui il y a la parité en termes des instances, mais il y a encore beaucoup à faire dans certaines instances. Hein, je vous vois sourire, mais oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il faudrait peut-être, comme vous l'avez dit, peut-être instaurer un quota, une parité obligatoire peut-être, parce que je pense que femmes et hommes sont un peu complémentaires. Elles apportent toutes les deux une certaine façon de faire. Donc, Pardon, on ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité. C'est ça. Enfin, c'est une chose que je trouve complètement aberrante. Et il a fallu des quotas en politique. Alors, je me souviens d'Yvette Roudy, que j'ai vu il y a très très longtemps, qui disait que elle ne pensait pas qu'il y aurait besoin de quotas. Mais en fait, certains partis politiques ont préféré payer des amendes, puisqu'il y avait des amendes prévues, plutôt que d'imposer les quotas dans leur parti. Bon, on le voit toujours d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une certaine méfiance vis-à-vis des femmes. Enfin bon, c'est bien rare qu'on ait une femme qui arrive en premier plan. Regardez, présidente de l'Assemblée nationale, on n'en a pas. Président de la République, on n'en a jamais eu. Premier ministre, ça a duré quelques mois. On a une femme, et une femme ministre des Finances aussi, qui était très brillante, mais une. Alors évidemment, on me dit, ah ben oui, il y en a une, donc il n'y a pas de problème, ça y est. Bon, c'est vraiment des exceptions. Et oui.
Ouais, et puis surtout que l'égalité homme-femme, ça a été dans le gouvernement reconnu comme une cause nationale. Donc, voilà, ça devrait être la cause nationale, peut-être plus encore. Enfin, je crois que il est encore temps. Il y a beaucoup quelques à mois faire encore, oui. Donc, on va passer sur une autre thématique après le travail. La seconde, c'est l'inégalité salariale. Ça, alors, ça date de loin. Je vais faire un petit historique. Au 19e siècle, le salaire féminin pouvait être jusqu'à 70% inférieur au salaire des hommes. On part de très très bas. Les années 50, les femmes percevaient environ un tiers de salaire de moins que les hommes. On avance un peu. 1973, inscription dans le Code du travail du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ça, c'est la loi, c'est un beau principe, etc. 1983, la loi Roudy impose aux entreprises de présenter annuellement un rapport de situation comparé des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes. Mais il n'y avait aucune sanction. Donc, ça n'a jamais été appliqué. Depuis la fin des années 90, alors maintenant on peut dire on passe dans l'actualité, les femmes perçoivent toujours un quart de moins, 25%, que les hommes. Vous savez qu'on dit qu'à partir du 1er novembre, les femmes ne travaillent plus. Parce que effectivement, ça correspond aux 25%. Elles travaillent pour rien. Oui, plutôt. Voilà, gratos. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi cette différence salariale? Parce que qu'est-ce qui la justifie? Pourquoi pour la même... Bon. Alors, il y a des raisons objectives, si je puis dire. Les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes. Et comme c'est à temps partiel, c'est moins bien payé qu'à temps plein, qui sont majoritairement occupés par les hommes. Les métiers majoritairement exercés par des femmes sont souvent moins bien payés. Donc on part déjà... Voilà. Et au sein d'un même métier, les femmes occupent souvent les postes en bas de la hiérarchie et donc elles sont moins bien rémunérées. Donc ça va avec tout l'ensemble, c'est-à-dire qu'en fait il faut que ça monte vers le haut, mais dans tous les domaines, pour qu'on puisse arriver à une véritable égalité. Alors on a constaté aussi que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, elles s'accroîtent au fil de la carrière. Parce qu'au début, les salaires sont à peu près égaux. Et ensuite, il y a des tas d'événements qui font que la femme s'interrompt, grossesse, s'occuper des enfants, etc. Et elles sont moins disponibles, elles interrompent leur carrière de façon... ça arrive ou ça n'arrive pas. Mais le fait qu'elles l'interrompent, elles n'ont plus les mêmes primes, elles n'ont plus les bonus, elles ont moins de promotion que les hommes. Alors, il faudrait aussi revenir à l'origine, la signification du le travail de valeur égale, hein, c'est-à-dire que travail égal, salaire égal. Salaire égal. En réfléchissant à la notion de valeur, hein, la notion de valeur, ça permet de comparer des métiers différents en prenant en compte les connaissances professionnelles, le titre, le diplôme, la pratique professionnelle, les capacités dues à l'expérience acquise et les responsabilités ainsi que la charge physique ou nerveuse. Ces critères ne dépendent pas du sexe de la personne qui exerce le travail. Si on les applique, on devrait pouvoir surmonter cette inégalité salariale. Enfin, bon. Et concrètement, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Alors, j'y viens, si je retrouve mes... Alors, l'association, en tous les cas, au bout de cette étude qui a été faite, on revendique l'ouverture de négociations pour la revalorisation des métiers exercés majoritairement par les femmes. Alors ça, c'est une expérience qui a été menée au Québec, où ils ont fait notamment ça dans le domaine médical, et ils ont obligé les employeurs à comparer les emplois majoritairement occupés par des femmes ou par des hommes, et d'analyser les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils se sont intéressés vraiment à la valeur. Et la comparaison a permis alors ça a été effectif, a permis une revalorisation des salaires de certains de ces métiers.
Et autant que je me souvienne, c'est surtout dans le domaine médical. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? On pourrait commencer par un domaine où c'est particulièrement, je pense au domaine médical, parce que Dieu sait si... les aides-soignantes, par exemple, sont très mal payées, ça voilà. c'est sûr, alors que là, effectivement, avec la période de pandémie, elles travaillent énormément, mais elles n'ont même pas eu, je crois, de bonus ou de primes comme les autres. Voilà, oui. Mais même avant de signer leur contrat, en fait, quand on met un contrat femme et un contrat homme, en fait, il y a déjà une différence. Mais ça, nous, quand on signe, on le sait pas, en fait. Il doit y avoir une différence dès le départ. Pas forcément. Pas forcément. Non, d'où vient cette inégalité alors? Mais les aides-soignantes sont quand même majoritairement des femmes aussi. Oui. Et je pense qu'il y a très peu d'hommes. Infirmiers, il y a quelques hommes, mais très peu, mais majoritairement des femmes aussi. Ah oui. Donc tous les métiers qui sont majoritairement exercés par des femmes ont tendance à être dépréciés et à avoir des salaires qui baissent. C'est le cas des professeurs des écoles maintenant. Autrefois, il y avait des hommes instituteurs. C'était un métier valorisant, respecté, etc. Et maintenant, professeur des écoles, c'est quand même en France un métier très mal payé par rapport aux autres pays d'Europe. Donc ça ne dépend pas du fait qu'on soit une femme, ça dépend plutôt du métier qu'on exerce qui de base est dévalorisé. Oui, mais c'est un métier où il y a plus de femmes que d'hommes. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, il y a majoritairement des femmes, donc c'est automatiquement dévalorisé parce qu'il s'agit d'un métier féminin. C'est ça le problème, à mon avis. C'est comme les métiers un petit peu d'aide à la personne aussi, les aides à domicile, parce que là, elles ont quand même été plutôt mises à mal pendant toute cette pandémie, avec une charge de travail qui a augmenté considérablement et aucune reconnaissance. Alors là, par contre, niveau prime, parce que je dis elles, parce que majoritairement, en très grande partie, ce sont des femmes, il n'y a pas eu de prime. Il n'y a pas eu de prime dans ce milieu, de l'aide à domicile. Et alors qu'effectivement, elles ont dû mener de front leur carrière professionnelle avec, comme je vous disais, une augmentation, surtout auprès des personnes âgées à domicile, mais aussi la prise en charge des enfants à la maison pendant la scolarité, etc. Et voilà, ne pas avoir de reconnaissance, c'est vraiment là une grande mise à mal. Mais après, il y a plein d'autres métiers également. Mais, oui, là, je sais pas, on avait pensé à prendre en considération la charge physique ou nerveuse aussi de tous ces métiers. Apparemment... la charge mentale, même quand on est une femme, on a la charge mentale au travail, on a la charge mentale chez nous. Parce que en général, il y a des exceptions. Des fois partagé quand même. Oui, des fois c'est partagé, mais globalement, statistiquement, c'est plutôt... Statistiquement, pas trop quand même, pas trop. Bon, et alors dans un autre, parmi les outils aussi qui sont possibles, on en a un qui nous a été quand même fourni par une loi récente. Depuis le 1er mars 2020, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés publient leur index de l'égalité salariale. Les entreprises qui obtiennent un score inférieur à 75 sur 100 points doivent prendre des mesures pour améliorer la situation dans les 3 années à venir sous peine d'une sanction financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ce qui n'est pas rien, parce que quand vous pensez que c'est des entreprises de plus de 50. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que la rémunération, elle soit immédiate. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, attention, si leur donner 3 ans. Pourquoi leur donner 3 ans pour... voilà. Donc, sanction immédiate pour toutes les entreprises qui ne respectent pas l'égalité. Sanction donc, qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. On peut baisser un peu, mais... Alors, c'est très joli de le dire. Et pourquoi est-ce qu'en fait, ça sera encore, s'il n'y a pas plus d'inspecteurs du travail, ça restera complètement lettre morte. Et voilà. C'est un peu désespérant de se dire, mais ça fait rien. Il faut le dire qu'ils ne sont pas assez nombreux, donc il faut l'augmenter. Parce que c'est, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être rebondir là-dessus, sur l'égalité salariale. Je ne sais pas. On peut continuer sur le domaine professionnel ou on peut aussi parler un peu dans le domaine domestique, un peu de ce qui peut se faire.
Alors juste sur le domaine travail, effectivement, j'ai pu lire sur l'Observatoire des inégalités, effectivement, donc très récent, une donnée du 5 mars 2021, qu'en moyenne, donc, les femmes gagnent 28,5% de moins que les hommes, à travail égal, hein, effectivement. Elles travaillent plus souvent donc à temps partiel et dans les métiers moins bien payés que les hommes, hein, effectivement. Donc voilà, à temps de travail et poste équivalent, l'écart de salaire est de 5,3%. Oui. Voilà, ça reste encore. C'est pas énorme, mais ça reste. Mais c'est quand même. Et c'est quel métier vous dites Alors là, c'est l'Observatoire des inégalités. Oui, mais qui reprend c'est dans quel. C'est général. C'est général. Ah oui. Ouais. C'est général. C'est général. Alors effectivement, ça à prendre oui. avec des mesures, c'est-à-dire effectivement avec les métiers plus. Voilà, avec les salaires les plus bas, effectivement, l'inégalité se fait d'autant plus ressentir. Voilà, ouais. Mais on est bien quand même sur 28,5% de moins quand même. Ah oui, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et le problème, c'est qu'il faut penser à la retraite qui va suivre. Parce que il y a énormément de femmes qui touchent des retraites absolument ridicules. En général, enfin en moyenne, je crois que c'est à peu près la moitié de la retraite des hommes, justement parce qu'elles ont du travail à temps partiel, qu'elles s'arrêtent, etc. Oui. Donc elles ont rarement une carrière pleine, voilà, et déjà elles sont souvent mal rémunérées, ce qui fait qu'elles ont vraiment des retraites ridicules. Elles touchent les aides de l'État, enfin bon, du département. Oui, mais là je crois que dans la reprise là, de toute la législation sur les retraites, justement, je crois qu'on met l'accent sur les compensations qu'il faut, le projet prendre en compte. de retraite, dont on parlait, mais par contre, je crois qu'avec la retraite par points, justement. Ah non, il ne faut pas que ce soit la. Ah ben oui, voilà, on est d'accord. La retraite par points, c'est une catastrophe pour les femmes. On est bien d'accord. Une catastrophe pour les femmes. Voilà, on est bien d'accord. Oui. Tout à fait. Donc il faut faire autre chose. Oui, parce que les femmes sont lésées. Surtout les femmes qui sont restées à la maison pour éduquer leurs enfants, qui se remettent à travailler à 50 ans, qu'est-ce qu'elles ont comme retraite? Alors surtout si le mari s'en va à ce moment-là, divorce, j'en ai vu beaucoup, malheureusement, des femmes de médecins qui deviennent femmes de ménage. Oui, malheureusement, c'est ça, en fait, pour subvenir à leurs besoins. Oui, c'est terrible quand même. Bon. On va parler aussi du plafond de verre que vous m'avez parlé tout à l'heure. Le plafond de verre, oui. Un plafond de verre, c'est une notion qui est née aux États-Unis. Ils aiment bien innover. Et c'est la limite que ça peut être les hommes ou les femmes, mais c'est souvent les femmes, qu'elles atteignent et qu'elles n'osent pas, qu'elles n'ont même plus l'audace de dépasser, parce qu'il y a un manque d'assurance, elles se disent je ne vais pas y arriver. Et puis il y a aussi de l'autre côté, c'est-à-dire de l'employeur qui, notamment, que ce soit pour avoir une augmentation de salaire, bénéficier de je ne sais quoi, d'un bonus quelconque, etc. Il aura toujours tendance à apprécier différemment le fait qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les représentations, faut que je retrouve mes notes sur le que je ne trouve pas. Ah, voilà. Donc, évidemment, les États-Unis nous ont précédés, c'est les années 70, et ça désigne surtout des obstacles à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose, plus on monte dans la hiérarchie, plus le plafond de verre est épais. Voilà. Alors, c'est une... maintenant, c'est devenu presque un nom commun. Dès qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose, alors c'est pareil que c'est très utilisé dans les médias, par exemple, quand on veut devenir rédacteur en chef. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment comme un frein à monter dans la hiérarchie. Voilà. Parce que c'est un plafond qui est imaginaire, à la fois par la postulante et aussi par celui dont elle dépend, c'est-à-dire l'employeur ou le chef de... Voilà. Bon, et alors, encore une fois, c'est uniquement des représentations, parce que ça ne se base pas sur
Alors ça peut être sur, pas forcément d'ailleurs sur des compétences, ça peut être l'appartenance à un réseau, l'appartenance, une université moins fréquentée qui a été moins, des années avant, moins prestigieuse que d'autres. Donc, et ça correspond tout à fait à un phénomène qui souligne des inégalités. Alors comment en sortir? Ben là, je pense aussi qu'il y a beaucoup de comment dirais-je, de représentation. Alors comment est-ce qu'on peut venir? C'est des stéréotypes de sexe enracinés dans la culture, l'éducation. Voilà. Alors, les femmes ont une ambition, lesquelles? Quels sont ces stéréotypes? Les femmes ont une ambition professionnelle limitée. Alors, elle n'est pas limitée, c'est qu'elle est souvent limitée par toutes leurs occupations domestiques, je pense. Des compétences et des qualités typiquement féminines. Alors ça j'aime beaucoup ça, oui, vraiment. Des compétences et des qualités typiquement féminines, inadaptées pour l'exercice de certains métiers. C'est-à-dire, elles sont trop féminines. Oui, c'est ça. Et puis, on dit toujours que les femmes, alors c'est la douceur, voilà, la féminité, etc. Voilà. Donc, il y a des tas de choses qu'elles ne peuvent pas faire, manifestement. Voilà. Alors aussi, une disponibilité moindre que les hommes compte tenu de leurs responsabilités familiales. Alors là, moi, je peux vous raconter une anecdote, parce que je me disais, mais finalement, j'ai jamais tellement souffert, moi. Mais j'ai voulu, à un moment, d'ailleurs, c'est un de mes collègues que j'aimais bien, qui m'avait dit, oh, ben, il y a de la place, là, auprès du procureur général de la Cour de cassation. Oula, moi, je trouvais ça super, hein. Donc, je suis allée rencontrer ce monsieur qui était très impressionnant. J'y suis allée avec mon petit tailleur et tout et tout. Et puis, tout d'un coup, il m'a demandé, vous avez combien d'enfants? Alors, j'ai dit, ben, j'en ai 3. Quel âge ont-ils? Alors, ils avaient à l'époque 4, 6 et 8, à peu près. Ah, bon, mais c'est très bien. Voilà. Bon, l'entretien s'est terminé très courtoisement. Et évidemment, je n'ai pas été sélectionnée. Voilà. Elles sont aussi moins combatives que les hommes. Elles sont moins hargneuses, moins. Oui, ça, sans doute. Elles manquent d'autorité. Et voilà, donc elles ne sont pas faites pour diriger. Donc, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces préjugés, on les retrouve dans les décisions prises par les employeurs. Alors, employeurs, eux aussi, parce que je pense que certaines femmes ne sont pas plus tendres avec leurs semblables. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça marche pour le montant du salaire, le recrutement d'abord, le montant du salaire, la promotion, l'accès à la formation aussi. C'est pas la peine de faire une formation je sais pas, nous on a une formation des cadres par exemple pour devenir président de tribunal. C'est mieux quand même d'avoir une formation. Il y a très peu de femmes qui la font. Et je pense aussi que c'est aussi parce que certaines ne se sentent pas l'appétit ou se disent oh mais je ne serai jamais oui, c'est vraiment c'est un plafond qui est partagé des deux côtés, ce qui veut dire que la tâche est difficile quand même. Et donc il s'épaissit au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. Donc alors là pour le coup on n'a pas tellement d'idées parce que il faut c'est une question de culture. Donc, à mon avis, il faut le creuser, en parler, échanger. Et puis, encore une fois, se reposer sur le système des quotas. Et alors, là aussi, il faut faire attention parce que vous savez qu'il y a des grandes sociétés du CAC 40 qui sont parties s'exiler hors de la France. Hein. Il y en a au moins 3 ou 4. Ça, ouais. À cause des quotas. Oui, pour ne pas avoir à respecter les quotas. Dans les conseils d'administration. Voilà. D'accord. Oui. Alors, la fonction publique, elle n'est pas mieux non plus que les entreprises privées. Oui, ça... les femmes ont certes un meilleur taux de réussite au concours d'accès aux postes de catégorie A que les hommes, mais elles ne représentent que 37% des postes d'encadrement supérieur et de direction. Oui, et notre président de la République ne donne pas l'exemple parce que tout son staff est uniquement composé d'hommes.
Il n'y a qu'une femme dans son cabinet. Voilà, une Il y a seule. une femme? Ah oui? Qu'une femme. Oui. Je pense que oui. Au Puis il y a plus la haut sienne niveau de aussi, l'État, hein. c'est la même chose. Pardon? Il y a la sienne aussi. Ah, oui. Donc, Elle n'a pas été élue, n'a pas passé de concours non plus. Donc, on vient d'accueillir la présidente de l'association SOS Femmes 72, Madame Mambert. Lambert. Très bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée pour mon retard. J'étais justement à l'association voilà, pour des petites choses à régler avant de venir. Très bien. Bah là, on était en train de faire un peu un état des lieux de ce qui reste, des inégalités encore qu'il y a au travail, de ce qui reste à faire, des droits encore. Et quand je vois la liste, elle est encore longue. Donc, on va peut-être passer maintenant sur le champ plutôt domestique, maintenant que vous êtes là. Donc, comme je vous ai dit, voilà, la pandémie a accentué certaines violences intraconjugales. Je pense que vous, à l'association, vous avez peut-être pu constater cela avec le nombre d'appels peut-être qui a augmenté, ou certaines femmes qui peut-être n'osaient pas et qui maintenant... voilà, donc peut-être nous témoigner un peu ce... Alors justement, on va pouvoir en parler. Je mets sur le masque. Effectivement, au niveau de l'association, on a constaté une hausse, mais pas forcément pendant le confinement. Nos écoutantes, nos intervenantes sociales ont remarqué que le moment où les violences conjugales ont vraiment été importantes en 2020, c'est au moment du déconfinement, donc l'été, puisque les femmes ont davantage pu appeler, venir à l'association. Voilà, donc c'est à ce moment-là. Au niveau des chiffres, donc au niveau de l'accueil, on est un peu moins. On est en 937 femmes qui sont venues cette année par rapport à l'année dernière, 1200 environ. Par contre, au niveau des appels, c'est à peu près équivalent. C'est une 350 nouvelles femmes à peu près qui ont pu appeler ou venir. Enfin, les deux, appel téléphonique et venir à l'accueil. Donc, c'est vrai que l'État a dit très rapidement hausse des violences conjugales. Pour l'instant, il faut encore attendre, je pense, pour qu'on ait un bilan de l'année dernière. Donc, on fait notre rapport d'activité plutôt en mai-juin. Donc, on peut pas encore vraiment se prononcer. Violence conjugale, oui. Intrafamiliale, oui. Une hausse, je pense qu'on le verra un peu plus avec le temps. Mais en tout cas, effectivement, elles sont très, 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 très présentes. Et quand ces femmes appellent, il y a un suivi après, ou comment ça se passe? Alors nous, oui, on fait de l'orientation, de l'accompagnement. Les femmes viennent donc une première fois, soit elles appellent pour une première écoute, soit elles viennent pour un premier rendez-vous. Donc on les conseille quand même de venir nous voir pour justement venir à l'association, passer un moment un peu plus... on va dire posé, que par téléphone c'est pas toujours facile. Venir n'est pas toujours facile, mais ensuite on peut davantage cibler leurs besoins, que ça soit déposer une plainte, donc on peut les accompagner à la police. On peut aussi les accompagner s'il y a déjà des démarches faites au tribunal, avec tout ce qui est aussi garde d'enfants, puisque malheureusement beaucoup viennent avec leurs enfants. Donc dès qu'il y a des séparations, des divorces, on accompagne à ces moments-là aussi. Ensuite, on va se perdre. On fait un accompagnement immédiat. On a aussi des hébergements pour les femmes. Donc, l'hébergement d'urgence, ça reste le 115. Mais nous, on a 4 appartements où on peut héberger donc des femmes de 3 à 6 mois. On les accompagne donc ensuite sur de l'orientation aussi dans les démarches administratives. Enfin, c'est vraiment un accompagnement global pour se sortir de ces violences. Du début à la fin, on est là pour les aider dans toutes les démarches. Et on a aussi une psychologue, évidemment. On aborde énormément la question psychologique puisque les femmes qui viennent sont principalement complètement anéanties. Voilà, je voudrais ajouter aussi, peut-être parce que Camille n'en a pas parlé, nous avons des permanences maintenant au tribunal, justement, à la cité judiciaire, qui ont été initiées par le précédent procureur. Voilà, en fait, l'association France Victimes, qui reçoit tous les dossiers de victimes directement du parquet, nous transmet tous les dossiers de femmes victimes de violences pour que nous puissions les contacter. Voilà, ce qui fait que c'est quand même une avancée importante. Certaines évidemment ne répondent pas, ne veulent pas avoir de rendez-vous avec nous, mais c'est quand même une chose importante pour elles. Elles peuvent, on les contacte et
elles peuvent venir nous voir, voilà, si elles le souhaitent. Bon, ça c'est en plus de nos permanences régulières au tribunal, enfin maintenant toutes les semaines. On a un accompagnement juridique assez important, parce qu'on a aussi le TGD, le téléphone grave danger, ça, c'est nous qui l'évaluons, voilà, et qui prenons en charge les femmes qui ont ce téléphone. Et c'est majoritairement des femmes qui vivent en ville, ou vous avez aussi des témoignages de... Parce que bon, j'ai cru voir, vous avez certaines nouvelles mesures ou certaines ambitions dans l'association pour un peu élargir et permettre un peu permettre aux femmes peut-être plus isolées ou issues peut-être de milieux plus ruraux de permettre de venir jusqu'à vous. Oui, on a un projet d'élargir nos missions en milieu rural, donc dans toute la Sarthe. Pour l'instant, ça reste encore un projet initial, parce qu'on a embauché une nouvelle salariée qui est donc sur ce projet-là. Mais voilà, ça reste pour l'instant du cas par cas, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec certaines villes sartoises, mais aussi si des femmes, évidemment, à travers peut-être les assistantes sociales du territoire, nous contactent, nous nous déplaçons pour faire des écoutes et des accompagnements. Mais on n'en a pas encore fait beaucoup. Oui. On intervient principalement sur Le Mans et la métropole mancelle, enfin toute la métropole. Oui, parce que le problème, c'est toujours le coût et les déplacements dans la Sarthe. Enfin, souvent, il y a des déplacements qui sont assez loin, parce que la plupart des villes, enfin, que ce soit Sablé, Mamers, Château-du-Loir, sont facilement à 45-50 km. Donc, aller-retour, ça fait 100 km. Donc, ça fait un certain coût de déplacement quand il s'agit de rencontrer une femme. Bon, et puis, instaurer des permanences dans certaines villes, c'est aussi un coût important. Mais moi, je trouve très, très intéressant la démarche que vous initiez, parce que nous nous sommes aperçus aussi l'association, dans tout ce qu'on a étudié, on s'est pas du tout intéressé au milieu des champs, si je puis dire. Oui, c'est ça. Et nous avons parmi une de nos membres qui, elle était responsable à la MSA, elle a dit, mais quand même, le milieu agricole, il faudrait peut-être s'en occuper, parce que l'isolement et l'inégalité aussi, là, malheureusement, ont leur place. Oui, c'est partout, c'est partout. Oui, surtout qu'on a un département quand même assez rural, et on se rend compte que le lien avec la gendarmerie, comme avec la police, la gendarmerie nous rapporte énormément de faits de violence conjugale. Et malheureusement, on ne peut pas intervenir partout, pour l'instant, vu encore une petite structure. Ouais, il y a des moyens limités, même matériels, hein, que m'exposer aussi en termes de téléphone. Enfin, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Enfin, c'est pas anecdotique, mais je trouve ça. Mais pendant longtemps, oui, nous avons eu un téléphone. C'est ce que je racontais. Voilà, au début, c'est vrai que bon, un seul téléphone pour tout le département. Je dois dire que moi, ça m'assied pendant longtemps. Enfin bon, c'est affreux, c'est affreux. Je pense qu'il faut qu'on mette, qu'on donne les moyens pour cette cause nationale, comme dit notre gouvernement. L'argent est le nerf de la guerre. C'est ça. Donc on va peut-être continuer, Céline, si tu as quelque chose, un point à aborder, parce que le temps s'écoule. Hein. J'ai dit 1h, 1h15. Donc, bon. Donc effectivement, voilà, il y a quand même des choses qui avancent, mais maintenant, voilà, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qui peut être encore amélioré? Au niveau départemental, il y a quand même eu des avancées suite au Grenelle des violences faites aux femmes, avec ce protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui a pu être signé, me semble-t-il, en 2019. Maintenant, tout est... Je dirais qu'il a dû être signé début 2020. Début 2020, oui. Oui, j'avais dit fin 2019. 2019, voilà, le Grenelle, c'était fin 2019. C'était fin 2019. Voilà, puisque Marlène Schiappa nous a fait 39-19. Voilà. Donc, c'était début 2020, je pense, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Maintenant, encore beaucoup de choses, beaucoup d'actions donc prévues sont encore à mettre en place. Les choses sont encore timides. Effectivement, il y a eu donc la crise sanitaire peut-être qui a ralenti certaines choses, mais pour autant, les violences, les inégalités, elles sont encore là, elles se sont accentuées peut-être. Les chiffres sont encore à déterminer, hein, mais quand on regarde les médias, ils disent qu'effectivement, finalement, le taux de violence conjugale, violence intrafamiliale, il a augmenté plus effectivement après le déconfinement, voire pendant la deuxième partie de confinement, hein, entre l'automne et cet hiver finalement. Donc
quand on dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, oui, il y a encore énormément de choses, parce que même avec tout ce qui est mis en place, ça ne cesse de s'accentuer et maintenant c'est comment essayer d'enrayer tout ça. Je ne sais pas si ce sera possible, mais comment lutter en tout cas. On parle aussi d'observatoires de territoire parfois dans certaines villes, certains départements. Je ne sais pas si ça pourrait être aussi un moyen un peu de suivre les inégalités femmes-hommes ou ces violences, parce qu'on parle de Grenelle, de plein de choses, mais en fait, il faut aussi un moyen suivi qui un peu évalue en fait les actions qu'on met en place pour voir si effectivement ce qu'on fait dans le domaine du travail ou même dans le domaine associatif, tout ça avance, parce qu'en fait, si on n'a pas pour moi d'évaluation de nos actions, en fait, on va toujours rester sur des constats et voilà, peut-être qu'il y a ça aussi comme solution à mettre en place pour justement avancer dans les droits qui nous restent encore à conquérir en tant que femmes. Effectivement, sur la ville d'Allonne, notre souhait au niveau de la municipalité, c'est en tout cas de pouvoir mettre en place un observatoire pour pouvoir finalement faire un état des lieux tant entre ce qui peut exister, mais autour des besoins aussi, des besoins autour des inégalités, vraiment faire un état des lieux sur tout le territoire. Et effectivement, là, c'est un grand travail, parce qu'il est aussi bien effectivement dans le cadre du travail, mais domestique, des femmes, auprès des femmes et des hommes de tous les jours de la ville, à tous les niveaux en fait, avec tout ce qui peut exister effectivement sur notre territoire. Et je pense qu'effectivement, le travail doit aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, auprès de l'éducation nationale, effectivement, sur les écoles, c'est là que tout peut commencer. C'est là que tout commence finalement. Tout ce qui va être autour des genres, le sexisme, les violences sexuelles, ça commence à l'école, effectivement, d'être sensibilisé à ces thématiques. Voilà. Alors, on a espoir de pouvoir effectivement travailler les choses dans le cadre de cités éducatives. Voilà, de pouvoir amorcer effectivement avec l'éducation nationale, des choses, des ateliers de prévention autour de tout ça. Voilà, tout reste encore à construire. On est finalement qu'au démarrage des choses, mais voilà, cet observatoire va vraiment nous permettre effectivement d'observer pendant un temps et effectivement de pouvoir après mettre des actions en place concrètes, répondant à tous les besoins repérés. Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Nous, on a un observatoire, je ne sais pas si Brigitte en a parlé, régional au niveau de Solidarité Femmes. Et c'est vrai qu'à partir de cet observatoire qui fait un constat et un bilan et en même temps des réflexions sur beaucoup de choses, nous permet ensuite d'avoir des axes de progrès, en fait, des missions où vraiment on travaille sur, justement, on a des commissions au sein de l'association générale, donc la commission hébergement, on a une commission éducation, prévention, sensibilisation. On a vraiment tous ces axes qu'il faut développer afin de faire évoluer les droits des femmes. Et effectivement, moi étant professeur des écoles, je savais pas si vous en aviez parlé, mais éducation, sensibilisation, prévention, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Moi, je vois aujourd'hui justement, ça a été ma journée où j'ai pu faire, on pourrait en faire tout le temps, hein, c'est pas bien d'utiliser le 8 mars que pour ça, mais des débats sur l'égalité filles-garçons. Dès la maternelle, on peut avoir des petits albums pour travailler le genre, et puis même en primaire, faire des petits débats dès 6 ans sur ce qui se passe à la maison, et puis en discuter, même si certains vont pas forcément en parler, mais rien que d'écouter. Il y a vraiment l'éducation, parce qu'on est dans un cycle en fait infernal, malheureusement. Nous on le voit bien, les femmes qui ont été victimes, ce sont des femmes qui ont été peut-être, voire déjà victimes de leurs parents, donc qui répètent, qui retournent dans ce cycle. Et il faut le couper, il faut vraiment arriver à couper les violences. S'il y avait une mesure à mettre en place pour améliorer l'égalité homme-femme, chacune dans vos domaines ou en tant que citoyenne, en tant que femme tout simplement, ça serait laquelle? Une mesure? Seule, c'est pas facile. Moi, personnellement, la plus urgente, on va dire. Alors, la plus urgente, ça va pas être peut-être celle que je pense.
La plus urgente pour moi, en lien avec ce qu'on peut voir, c'est l'accueil au niveau du commissariat, la formation des policiers, puisque notre retour, le plus urgent, c'est celui-ci. C'est malheureusement ce qui se passe au moment où une femme décide de porter plainte et qu'en fait, elle est déjà stoppée dans son élan. Voilà, je sais que il y a des policiers qui font très bien leur travail, des gendarmes aussi, mais il y a encore beaucoup de travail sur la formation et sur l'accueil et la compréhension en fait des violences conjugales. Malheureusement, c'est là aussi, c'est l'incompréhension de l'emprise, du cycle. Voilà, tout ça, je pense que ça serait une mesure des plus urgentes. Mais bon, j'en ai d'autres aussi. Donc oui, je là, laisse la parole. ça concerne les violences uniquement. Enfin bon, oui. Non, enfin, le domaine qui nous concerne. Moi, je dirais qu'il faudrait des meilleurs salaires pour toutes les femmes, qui travaillent, parce que bon, j'en ai parlé. Bon, mais aussi, elles ont des retraites très faibles. Bon, c'est quand même impossible de vivre. Enfin, beaucoup de femmes ont des minima sociaux à la retraite. C'est rien. Enfin, bon, je sais pas comment on peut faire pour vivre avec ça. Je pense que beaucoup se retrouvent à la rue. Ben oui, maintenant, il y a de plus en plus de femmes à la rue. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment urgent. Oui. C'est urgent, je crois. Et elles sont à la rue, même jeunes, avec des enfants. Il y en a de plus en plus. Aussi. Oui. Et vous, moi, ça, une mesure moi, je vais me tourner plutôt vers l'entreprise. Hein. Je trouve que ce système d'indicateurs de la parité, il faut qu'il soit généralisé. Alors, c'est plus difficile à introduire dans les petites entreprises, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, ça dépend aussi quelle est l'entreprise, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux 50 salariés, il faut aller plus loin et puis prendre des sanctions si ça ne marche pas. Et j'ai un autre souhait, j'en fais deux, hein, c'est voilà, c'est informer tout le monde, tout le monde actif, si je puis dire, sur le harcèlement sexuel et la façon de lutter et d'en sortir. Parce qu'il y a aussi des efforts là qui sont faits. Hein, un conseiller je crois que c'est dans les entreprises, j'ai oublié le nombre, mais il faut un conseiller qui est particulièrement, enfin un élu, un membre du GCT ou du comité d'entreprise qui s'appelle plus comme ça, qui est justement le référent harcèlement sexuel, et c'est tout le temps, je veux dire, hein, et c'est souvent les plus fragiles qui en sont victimes. Moi, j'entendais à France Inter une petite jeune fille qui vivait ça dans la boulangerie où elle était employée. Ça s'arrête pas aux entreprises du CAC 40 ou même à 50 salariés. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut agir en tous les cas. Il faut dire que les hommes courageux s'attaquent plus volontiers à des faibles, des jeunes filles, voilà, sans défense. Bon, ça c'est toujours, hein. Oui. C'est toujours. Oui. Parce que effectivement, c'est partout. Enfin, dans toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou ou grandes. Et puis, je pense qu'il faut de l'information aussi, parce que c'est le harcèlement sexuel d'abord. On a facilité pour la victime la preuve à rapporter, hein, parce que c'est seulement, il faut que ce soit vraisemblable, et c'est à l'employeur c'est l'employeur ou harceleur, parce que ça peut être aussi un collègue de travail, d'apporter la preuve contraire. Donc le problème, c'est d'en parler, parce que c'est aussi un sujet tabou, hein, comme on le disait. Donc il faut des cellules d'écoute, et puis une vigilance des chefs d'entreprise là-dessus. Alors la loi a organisé ça, il faut maintenant. Alors encore une fois, pour les petites entreprises, s'il n'y a pas plus d'inspecteurs du travail, ça serait compliqué à mettre. Oui, c'est ça. Le problème, c'est toujours il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrôle. Non, malheureusement, il n'y a pas assez de personnel pour contreurer déjà. Oui, voilà, donc la discipline, ça commence par le contrôle. Oui. Et quand on a la une peur loi, du gendarme. Il y a que la peur du gendarme qui marche. Quand on a une loi sans sanction, c'est comme l'égalité des salaires, hommes et femmes. Il y a eu je ne sais combien de lois, aucune n'est appliquée, malheureusement. Je sais même plus combien, s'il y a eu 6 ou 7 lois, je crois.
Oui. Successives, oui. Enfin bon, de mémoire, je dirais, bon, voilà, mais aucune n'est appliquée, réellement. Il n'y a pas de sanction. Alors, moi, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez par rapport au travail, sur la parité, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'effectivement, dans les profils de métiers, dans les métiers plus féminins, quand il y a que quelques hommes, finalement, la parité, j'ai l'impression qu'elle devient en ce moment importante en haut de l'échelle de l'affiché, dans l'encadrement. La montée des postes, finalement, se fait beaucoup par les hommes. Et puis, dans les métiers plus en bas de l'échelle, et ben là, voilà, les femmes y restent. Et dans le monde du travail, quand on voit encore des femmes qui ne sont pas encore en CDI ou titulaires de leur poste, toujours avec ces craintes d'avancer dans leur vie de femme, d'avoir des enfants. Parce que la crainte, c'est est-ce que je vais être embauchée quand je vais revenir de congé maternité? Et ça, je trouve vraiment qu'en 2021, en être encore là... C'est sanctionné, hein. Oui, bien sûr, mais les femmes, pour travailler, je l'entends encore de mes jeunes collègues avoir ces craintes quand on est en contrat de remplacement, d'avoir la crainte effectivement, que le CDD finalement va arriver à son terme gentiment et que quelqu'un d'autre prendra le poste. C'est encore des craintes qui existent. Donc c'est comment arriver effectivement à ne plus avoir ces craintes-là. Et alors, ce que je trouverais vraiment urgent effectivement à travailler, parce que voilà, les violences faites aux femmes, on y travaille, ça avance gentiment, mais vraiment gentiment, on est d'accord, mais il y a des choses qui s'amorcent. C'est vraiment tout ce travail de prévention en milieu scolaire auprès des jeunes. Parce que je trouve qu'il y a là, et on ne le voit pas encore, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des propos sexistes qui peuvent arriver, effectivement, sur la place de la femme, sur le genre. Et tout le travail est à mener effectivement à ce niveau-là, à mon sens. C'est vraiment d'intervenir auprès des plus jeunes, effectivement, pour pouvoir effectivement les sensibiliser aux égalités. Voilà. Si je pouvais rajouter, effectivement, je pense que l'une des mesures, ça reste, quand je parlais des formations des policiers, mais en fait, c'est la communication et l'information, la sensibilisation de tout public sur le phénomène des violences et qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'on reste assez en surface parfois. Je pense qu'on rentre pas assez dans la précision du cycle de l'emprise et vraiment faire connaître tout ça et les inégalités. C'est vraiment, oui, comme vous dites, la prévention et la sensibilisation qui permettra peut-être, j'espère, faire évoluer les choses. Donc je vois le temps qui s'écoule, là, on va devoir clôturer le débat. Donc ça a été des échanges riches, on a eu des cas concrets, on a fait un état des lieux de ce qui reste à faire. Encore beaucoup de choses restent à faire, mais on voit notamment là dans cette année 2020 des combats qui ont été gagnés. Je vois comme en Argentine avec l'IVG, les mouvements de féministes qui montent de plus en plus, des hors féministes, hein, mais on voit qu'il y a une libéralisation de la parole des femmes et je pense qu'il faut continuer d'oser parler, les associations qui aussi qui augmente en charge avec peu de moyens, mais je pense qu'à mon avis, on va arriver petit à petit à avancer sur ces droits. Il en reste beaucoup, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. Si on a un message à faire passer aux femmes, c'est vraiment ne pas se décourager. Donc on va clôturer cet échange et je vous invite à le revoir en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Il sera mis sur notre chaîne YouTube Alon Sarthe et sur notre Facebook. Je vous invite également à voir aussi l'association SOS Femmes 72 et également l'association L'égalité. C'est pas sorcier, l'égalité ça se travaille. Donc je pense que vous avez un site internet ou des choses comme ça. Je pense que vous avez un site internet qu'on puisse voir un peu. Oui. En ligne. Ah, bon, encore mieux. En visio, oui, sur l'application Rosie, on peut le voir sur son téléphone, j'ai essayé. Très bien. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous et puis à bientôt.